Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez cliqué sur un sujet de Terminal ES, de bac, le sujet de France métropolitaine en juin 2019, et c'est l'exercice 1 sur des affirmations qui sont vraies ou fausses. Alors, attention, 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 ça n'est pas un QCM. Donc, dans les QCM, généralement, on vous dit que vous n'avez pas à justifier, que vous pouvez simplement donner la bonne réponse. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, c'est une affirmation. Et il faut indiquer donc si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse donnée. Pour la première question, on vous dit, pour tout événement E, on note E bar l'événement contraire de E, on considère l'arbre pondéré suivant. Alors, il y a souvent des élèves qui disent, bah oui, mais qui est E? Bah E, en fait, c'est générique, c'est dans cet énoncé. On a pris E comme on aurait pu prendre une autre lettre pour vous expliquer que quand on a un événement qui est noté d'une certaine manière, eh bien E bar, c'est la notation pour l'événement contraire. Alors, vous ne laissez pas déstabiliser par ça, en général, vous le savez. Mais l'énoncé le redit. Quand j'ai un événement qui se note avec une lettre, l'événement contraire se note avec une barre. Ici, E n'est pas un événement de l'exercice. Par exemple, R, R bar, S, S bar. L'affirmation 1, c'est la probabilité de R bar sachant S est 0,06. Petit rappel de ce qu'il faut connaître avec les exercices sur ces arbres-là, ou plutôt sur leur fonctionnement. Quand vous avez un arbre ici, qui se sépare en R et R bar, donc il y a un événement et son événement contraire. R, par exemple, c'est est-ce que je vais quelque part, est-ce que je suis en retard ou pas? Donc R, dans ma tête, je vais me dire, c'est comme si c'était en retard. Je me donne des noms d'événements, ce sera plus simple. Donc, il y a des gens qui sont en retard, il y a des gens qui ne le sont pas. Parmi les gens qui sont en retard, il y en a qui sont venus en Solex et d'autres non. Solex et d'autres non. Voilà le principe. Donc, ça veut dire que quand j'ai tout le monde face à moi, eh bien, je peux commencer par séparer les gens en deux groupes, ceux qui sont en retard, ceux qui ne sont pas en retard. Ça va me faire deux pièces. Une pièce des retardataires, une pièce où il y a ceux qui ne sont pas retardataires. Et à l'intérieur de ces pièces, je vais rentrer dans la pièce R, des retardataires, et je vais reclasser les gens. Je vais dire, toi, tu es venu en Solex, toi, tu n'es pas venu en Solex. Donc, chaque pièce va être redécoupée en deux pièces, où en fait, je vais les faire se diriger dans une pièce où il y a ceux qui sont venus en Solex, une où il y a ceux qui ne sont pas venus en Solex. Pareil ici, R, je redirige ceux qui sont venus en Solex, ceux qui ne sont pas venus en Solex. Voilà, donc premier découpage, retard par retard, et après dans chaque pièce, je vais voir Solex, pas Solex. Ça, c'est ce qu'a choisi l'énoncé ici. Puisque finalement, voilà, je suis allé soit vers retard, soit pas retard, puis vers Solex ou pas Solex, puis vers Solex ou pas Solex. Cela dit, avec les mêmes personnes, les mêmes qui sont en retard, pas en retard, des Solex, pas Solex, etc., l'énoncé aurait pu choisir de faire les choses différemment, de rentrer dans la pièce où il y a tout le monde et de dire, eh bien moi je vais commencer par faire une pièce où il y a les gens qui sont venus en Solex et les gens qui ne sont pas venus en Solex, sans se soucier du retard ou du pas retard. Donc j'ai tout le monde, je sépare en Solex ou pas Solex. Je vais dans la pièce où il y a les gens qui sont venus en Solex, et là, par contre, je m'intéresse à savoir est-ce qu'ils sont arrivés en retard ou pas. Retard, pas retard. Et je les classe, je les fais rentrer dans d'autres pièces. Retard, pas retard. Hop, ils rentrent dans une autre pièce. Et donc, en fait, c'est le même exercice, il y a les mêmes gens, les mêmes individus, sauf que je les ai classés de deux manières différentes, en privilégiant d'abord un découpage retard par retard, puis Solex pas Solex, ou en privilégiant un découpage Solex pas Solex, retard par retard. L'énoncé choisit en général un des deux arbres. Alors là, très clairement, c'était retard ou pas retard en premier. C'est donc cet arbre-là. Et il aime bien, cet énoncé, nous poser des questions sur l'autre arbre. Donc ici, on va certainement m'interroger sur l'arbre qui n'est pas dessiné ici, mais qui aurait pu être choisi par l'énoncé. Alors, je vais faire cet arbre pour voir un petit peu ce que ça donnerait.
Donc cet arbre, il serait d'abord en Solex, pas Solex. Donc Solex, pas Solex. Retard, pas retard parmi ceux qui sont venus en Solex. Et retard, pas retard parmi ceux qui ne sont pas venus en Solex. Le problème de cet arbre, c'est que comme il n'a pas été privilégié par l'exercice, ça veut dire que je ne connais pas les valeurs qui sont sur les branches. Et il ne faut surtout pas penser que la valeur qui est là, 0,7, je peux la recopier ici et ici. Car la proportion de gens en retard quand tout le monde est devant moi n'est pas forcément la même proportion de gens en retard dans le groupe de ceux qui viennent en Solex. Si ça se trouve, il y a beaucoup de gens en retard dans le groupe de ceux qui ne viennent pas en Solex, par exemple, parce qu'ils viendraient en transport en commun et qu'il y aurait des retards dans les transports en commun, par exemple. Donc le 0,7 là n'a aucune chance de se retrouver, n'a aucune raison, il pourrait, n'a aucune raison de se retrouver là ou là. Donc ces deux arbres, finalement, sont reliés par des petites choses, mais on ne peut pas se permettre de recopier comme ça brutalement. Alors ils sont reliés par quoi? Ils sont reliés par les branches complètes. Par exemple ici, ça, c'est la branche R inter S. Je trouve dans cette branche ceux qui sont en retard et qui viennent en Solex. Eh bien, c'est exactement la même branche que celle-là. Je trouve les gens de la même catégorie. Ceux qui sont en retard et qui viennent en Solex, puisqu'ils viennent en Solex et qui sont en retard. Et donc, cette branche-là, c'est la même que celle-là. Cette branche-là, R inter S bar, c'est celle-là. Vous voyez, elles ne sont pas classées dans le même ordre, mais ce sont exactement les mêmes branches. R bar inter S est ici. R bar là, inter S là, donc c'est celle-là. Et la dernière, celle-là, R bar inter S bar, elle est au même endroit. Donc vous voyez, il y a les mêmes branches dans les deux arbres, mais ce n'est pas classé dans le même ordre. Donc voilà déjà ce qu'il faut comprendre dans ce genre d'exercice. Donc on va venir nous demander des choses dans cet arbre-là. Moi, ce qu'on me demande ici, c'est la probabilité de R bar sachant S. Je vais commencer par noter avec les notations mathématiques. On me dit P de R bar. Donc voilà. Sachant S, j'ai donc le S qui vient ici. Pour me rappeler de la formule. Alors déjà, je vais essayer de voir où est-ce que ça se lit dans l'arbre. Donc c'est une probabilité de R bar. Donc, ça peut être là, là ou là. C'est les trois places où j'ai du R bar. Mais on me dit sachant S. Donc je sais que je fais partie du groupe des gens qui viennent en Solex. Ce R bar là ne convient pas, puisque là j'ai tout le monde devant moi. C'est quand j'ai vraiment tout le monde, j'ai pas encore classé en Solex, pas Solex. Donc ce qu'il y a ici, écrit ici, c'est P de R bar. Lui, c'est P de R bar. Donc moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas le sachant S. Celui-là, c'est P de R bar, sachant que j'étais venu en Solex. Donc lui, c'est celui qui va me convenir. Je vérifie que le dernier, c'est pas le bon. Ça, c'est P de R bar, sachant que je n'étais pas venu en Solex. Donc moi, je veux P de R bar, sachant que je suis venu en Solex. Donc c'est la probabilité qui viendrait sur cette branche ici. Donc, je me dis, la probabilité qui est sur cette branche, qu'est-ce qu'elle vaut? Normalement, moi, ce que je sais faire sur les branches, c'est par exemple dire que la branche bleue, ici, la probabilité de R inter S, je la calcule en faisant 0,7 fois 0,4. Donc, je multiplie ce que je trouve sur l'ensemble de la branche pour trouver la probabilité de l'intersection de mes événements, c'est-à-dire de la branche complète. Donc, normalement, c'est ce que je sais faire. Donc, pour trouver une valeur qui me manque ici, je me dis, ce qui serait pas mal, pour trouver ce qui me manque ici, c'est de connaître ce qui va là, P de S, et de connaître la totalité de la branche. Parce que je sais que ça fois ça donne la totalité. Donc la totalité divisée par ça va me redonner ça. Ce qu'il y a en vert, c'est la branche qui représente S inter R bar. Donc je vais prendre la probabilité de la branche totale, P de S inter R bar, et je vais la diviser par ce qui vient ici. Donc là, c'est P de S avec rien devant, donc c'est vraiment P de S, c'est une probabilité là qui est totale. Donc P de S inter R bar sur P de S. Voilà la formule que vous devez connaître par cœur dans votre cours, mais donc elle a une signification. Pourquoi
C'est parce que c'est ce qui va ici, et donc c'est ce qu'on obtient en faisant ce calcul. Bah maintenant, le problème, ça va être de trouver ces deux valeurs. Alors, la valeur P de S inter R bar, j'ai dit, bah, c'est la branche complète ici. Alors, sur cet arbre-là, je suis bien incapable de la trouver, puisque, eh bien, je connais ni ce qui va là, ni ce qui va là. Donc, c'est pas sur cet arbre que je vais la trouver, c'est plutôt sur l'arbre d'avant. Donc, cette branche verte, elle était aussi ici. Donc, je sais que cette branche verte, que je la lis sur cet arbre ou sur celui-là, c'est la même, c'est donc la même probabilité. Donc, P de S inter R bar, je peux tout à fait le calculer grâce à cet arbre, cette branche verte. Je vais donc multiplier P de R bar avec P de S sur la branche R bar, donc P de S sachant R bar. Je peux l'écrire, ça donne donc P de R bar, celle qui est ici, fois P de S, puisque c'est bien une probabilité qui va vers S, mais sachant R bar. Le tout va être divisé par P de S. Alors P de S, le problème, c'est que je ne le connais pas. Donc il faudrait que je le calcule. P de S, alors, avec cet arbre-là, je ne risque pas de le calculer, je ne connais rien dessus. Je connais que le bout des branches éventuellement. Donc, P de S, pour le trouver, je vais utiliser le premier arbre et je me rends compte que P de S, je trouve du S ici et du S ici. Et là, j'ai la formule des probabilités totales qui me dit que quand mes branches arrivent sur du S comme ça, si ici, je forme une partition de mon ensemble, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je peux additionner les branches qui arrivent en S et ça me donne P de S. Donc la première branche, ça va me donner P de R inter S plus cette branche-là qui est P de R bar inter S. Je fais mes petits calculs. La première, R bar 0,3 fois P de S sachant R bar 0,2 sur formule des probabilités totales, P de R inter S. Donc R inter S, c'était ici. Alors je fais directement le calcul, 0,7 fois 0,4, à qui je rajoute P de R bar inter S, donc R bar inter S, donc 0,3 fois 0,2. Je prends ma calculatrice et je calcule. Je me retrouve avec donc 0,3 fois 0,2 divisé par 0,7 fois 0,4 plus 0,3 fois 0,2. Ça me donne, je vais arrondir du coup au millième, ça me donne 0,176 si j'arrondis au millième. Donc, la question, c'était cette probabilité de 0,06. La réponse est non. La probabilité est de 0,176. Donc, la réponse est l'affirmation est fausse. Alors, ce qu'on aime bien, c'est que vous précisiez que le passage de là à là, c'est d'après la formule des probabilités totales. Voilà. Voilà pour cette question. Vous pouvez aussi également, si jamais, là j'ai tout fait dans un même calcul, mais si vous voulez calculer d'abord P de S inter R bar dans une ligne, ensuite, ailleurs, calculer P de S en faisant la formule des probabilités totales et de terminer par le quotient, bien évidemment, c'est aussi faisable. Alors, cette affirmation 2 de la question 2 concerne le chapitre sur les lois à densité. Donc, on vous parle de loi uniforme sur un intervalle K18, sachant que le nombre K, vous ne le connaissez pas, mais on vous précise que c'est entre 0 et 18.
La seule information que vous connaissez, enfin les deux informations que vous connaissez, c'est que la loi, c'est une loi uniforme, et ensuite que l'espérance, c'est 12. Donc petit rappel sur les lois uniformes. Une loi uniforme, donc c'est une loi à densité, c'est une loi par exemple qui peut nous servir à modéliser le passage d'un livreur. Vous avez commandé un colis sur Internet, le livreur doit passer, vous le livrez, et il vous dit qu'il doit passer par exemple entre 8h et midi. S'il vous dit qu'il doit passer entre 8h et midi, ça veut dire que on utilise une loi uniforme. Si jamais vous ne connaissez pas ce livreur et que vous ne connaissez pas le tracé de sa course pour livrer ses colis, eh bien, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas avantager le fait qu'il passera proche de 8h ou proche de midi. Donc, on utilise pour représenter cette situation ce qu'on appelle une loi uniforme, c'est-à-dire qu'elle est uniforme sur tout l'intervalle considéré. Donc, pour mon passage du livreur, si je dis entre 8h et midi, ce sera du coup, il est probable qu'il passe entre 8h et midi, et donc, il n'est pas probable qu'il passe après. Je considère qu'il n'y a pas de chance pour qu'il passe après, pas de chance pour qu'il passe avant. Par contre, entre 8h et midi, eh bien, je ne privilégie aucune zone horaire. Je ne sais pas s'il va passer proche de midi, à 8h, à 10h, etc. Donc, j'utilise une fonction, vous voyez, qui, quand je la trace ici entre 8h et midi, elle est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, qui fait que, eh bien, elle n'avantage aucune zone, puisque je vous rappelle que la probabilité, par exemple, que le facteur passe, que le livreur passe entre 9h et midi, eh bien, en fait, c'est la surface du domaine situé sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, et compris entre 9h et 10h, par exemple. La probabilité qu'on vienne me livrer entre 9h et 10h, pour la calculer, il faut que je calcule l'aire qui se trouve sous la courbe ici. Pour calculer l'aire, c'est un rectangle. Donc ici, par exemple, c'est un rectangle qui a une largeur de 1 et une certaine hauteur. La hauteur, pour une loi uniforme, elle se détermine en fonction de la plage horaire sur laquelle elle était. En fait, on fait des probabilités. Donc, on veut que la somme de tous les cas possibles, donc on veut que la probabilité que le livreur passe entre 8h et midi soit de 100% de chance, soit de 1. Donc, on veut que l'aire, ici, soit égal à 1 sous la courbe. Donc, si j'ai un rectangle de largeur 4, eh bien, là, je parle du grand rectangle, là, partout, pas celui que j'ai assuré, hein, celui qui est sous la courbe. Si je veux que l'aire totale sous la courbe soit égale à 1, si la largeur ici en tout vaut 4, ça m'oblige à faire une hauteur de 1 sur 4. Donc ici, je me place à 1 sur 4. Alors pourquoi 1 sur 4 ? Parce que 4 fois 1 sur 4, ça me donne 4 sur 4, ce qui me donne bien 1. Donc en fait, ici, j'aurai toujours 1 sur quelque chose, et le quelque chose, ce sera la différence qu'il y avait entre 8 et 12 ici. Donc 12 moins 8, ça faisait 4, donc 1 sur 4. Si j'avais eu 8 et 15, ça aurait fait 15 moins 8, ça aurait fait 1 sur 7. Voilà un petit peu pour le rappel. Donc du coup, la probabilité que mon livreur passe entre 9h et 10h, ce serait l'aire du rectangle que j'ai assuré. Donc il fait 1 ici de large ou de long, vous ne savez pas comment on voit les choses, fois ici la hauteur, 1 sur 4. Ça me donne donc une chance sur 4 que mon livreur passe entre 9h et midi. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne, les lois uniformes. Du coup, après, pour une loi uniforme, ici, donc on vous disait que la loi uniforme était sur K18. Donc ça veut dire que votre loi uniforme, elle est, donc c'est un passage du livreur. On vous dit que le livreur, en gros, il passe entre l'heure K et 18h. Donc ça veut dire que vous avez ici une loi uniforme qui, vous connaissez l'heure de fin, c'est 18h. En revanche, vous ne savez pas où ça démarre. On a donné un nom à là où ça démarre. On a donné le nom K. Mais est-ce que K vaut 0 ou 0,5 ou 0,7 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 15 ?
On ne sait pas, il peut valoir n'importe quoi entre 0 et 18. En revanche, on vous a donné une information. On vous a donné une information qui est que l'espérance est égale à 12. Du coup, ça m'amène sur revoir ce que c'est que l'espérance pour une loi uniforme. Bah, votre livreur, là, quand il passait entre 8h et midi, en gros, en moyenne, si vraiment il peut passer n'importe quand entre 8h et midi, qui change tous les jours de trajet, de course, etc. Si jamais vous vous faites livrer, je sais pas moi, 1000 colis, 2000 colis, 4000 colis, chaque jour, un colis différent, et que le livreur passe de la même manière entre 8h et 12h, donc de manière uniforme sur la plage 8h midi, si vous faites la moyenne de ces horaires de passage, quand il aura livré beaucoup de colis, c'est-à-dire au bout de je ne sais combien de jours, où il sera passé vous livrer, si vous faites la moyenne, vous trouverez qu'il sera passé, avec la moyenne de ces heures de passage, ce sera 10 heures. Comment on la trouve, cette moyenne? On la trouve parce que c'est le milieu de l'intervalle. Et comment on calcule le milieu d'un intervalle? En fait, le nombre qui est au milieu, c'est la moyenne des nombres qui sont sur les extérieurs, sur les bornes de l'intervalle. Donc ici, le 10 heures, il se trouve en fait en faisant 8 plus 12 sur 2. Ça fait 20 sur 2, ça fait 10 heures. Donc vous, ce que vous savez, c'est que l'espérance vaut 12. Ça veut dire que le milieu de votre intervalle, c'est 12. Donc ça veut dire que vous connaissez le milieu de l'intervalle, vous allez donc pouvoir trouver où se trouve K. Puisqu'ici, entre 12 et 18, vous avez 6, il faut qu'ici, vous ayez également 6. Donc, 12 moins 6, ça va être ici 6. Donc, K doit être égal à 6. Voilà, 12 moins 6, 6. Alors, si on veut le faire plus joliment, mathématiquement parlant, on va dire que, alors j'ai dit 6, c'est pas 6. Si, 6 et 6, et du coup, l'affirmation sera certainement fausse ici. Alors, on essaie. Comment on fait vraiment le calcul? On fait vraiment le calcul en disant l'espérance de x. Normalement, elle doit être égale à le milieu de l'intervalle k, 18. Donc, ça veut dire que k plus 18 divisé par 2 est censé être égal à 12, puisque c'est l'espérance. C'est ce calcul-là. 8 plus 12 sur 2 donner 10. Moi, je sais que k plus 18 divisé par 2 doit donner 12. Et ensuite, je peux retrouver k. Cela me dit que k plus 18 vaut 2 fois 12. Cela me donne donc k égale 2 fois 12, 24. 24 moins les 18 qui sont ici. Cela nous donne k égale 6. J'ai donc trouvé que la valeur qu'il fallait donner à k ici, c'était la valeur 6. Si je reprends l'exemple du livreur, si je veux que l'espérance de passage du livreur soit de midi, il fallait que la plage soit de 6h à 18h. Donc l'affirmation qui était que la valeur de k était 9, cette affirmation est donc fausse puisque la valeur de k, ça doit être 6. Je vais quand même vous faire une deuxième méthode qui serait tout à fait possible, mais qui réutilise tout ce qu'on vient de réviser là. Donc là, on vient de réviser ce qui était une loi uniforme sur un intervalle. On a révisé comment on pouvait trouver la valeur en fait de la fonction de densité ici, le fameux 1/4, qui au passage ici, si là c'est 6, eh bien ça veut dire que la hauteur ici, ça correspond, pour refaire un exemple, ça correspond à 1 sur la différence qu'il y a entre 6 et 18. Entre 6 et 18, il y a 12. Donc la hauteur ici, c'est 1 sur 12. Hauteur que je ne pouvais pas connaître au début. Au début, je pouvais simplement dire que la hauteur, c'était 1 sur de 18 à k, donc 18 moins k. Voilà. Bref, on a aussi révisé ce que c'était que l'espérance pour une loi uniforme. Donc je vais faire une autre méthode qui peut être vue comme un petit peu plus rapide, mais c'est surtout parce qu'on a déjà rappelé tout ça, et c'est ça surtout qui nous a pris du temps. Alors, la deuxième méthode, ce serait de considérer que l'affirmation est vraie, et donc d'essayer.
Si l'affirmation est vraie, ma loi uniforme, si je représente sa fonction de densité, elle va donc être entre 9h et 18h. Je parle toujours en heures, hein, c'est pour rester sur mon exemple avec le passage du livreur, même si ici il n'y a pas de contexte. Moi, je vous conseille, quand vous avez un exercice, de vous rappeler un contexte que vous avez déjà eu et pour lequel vous saviez faire les calculs. Par exemple, moi, je sais que l'heure de passage de livreur, c'est un exemple qui me parle bien. Donc, même si c'est autre chose, du moment qu'on me dit que c'est une loi uniforme, bah moi, dans ma tête, c'est l'heure de passage d'un livreur. Voilà. Donc, je vous conseille d'avoir un exemple par type de loi. Du coup, si jamais l'affirmation dit vrai, ça veut dire que c'est de 9 à 18. Et ça veut dire que l'espérance devrait être ici. C'est la valeur du milieu, mon espérance, c'est la valeur qui va ici. La formule, on a dit que c'était 9 plus 18 divisé par 2. 9 plus 18, ça fait 27. 27 divisé par 2, ça fait 13,5. 13,5. Donc ça veut dire que l'heure de passage moyen l'heure moyenne de passage du livreur, c'est 13,5 heures. Donc à 13h30, quoi. Ce qui n'est pas en cohérence avec l'espérance annoncée qui devait être de 12. Donc ça veut dire que si on considère que K vaut 9, l'espérance devrait être 13,5 et n'est pas 12. Donc l'affirmation est fausse. Donc comment le rédiger? Bah, déjà de faire un dessin c'est pas mal, mais on peut dire si K égale 9, alors l'espérance de X est égale à 9 plus 18 sur 2, ce qui est égal à 13,5. Or, E de X égale 12, donc K ne peut pas être 9, donc affirmation fausse. Voilà, donc on a l'impression que c'est un peu plus rapide de faire comme ça. Peut-être un tout petit peu, mais c'est surtout qu'on a tout rappelé avant. Voilà. Donc à partir du moment où on a rappelé les formules d'espérance, etc., on s'en sort évidemment de manière un petit peu plus rapide. Alors, pour l'affirmation 3, on a une équation qui a l'air assez compliquée. Et on a une affirmation qui nous dit 1 sur E est l'unique solution de cette équation. Alors, il y a toujours deux manières de prendre ce genre de problème. La première manière, c'est de dire, je prends l'équation et j'essaie de la résoudre. En ne me préoccupant pas de l'affirmation, c'est-à-dire que je sais que l'affirmation, elle me parle de solution, ok, et du coup, j'essaie de la résoudre et je verrai bien si j'ai qu'une seule solution à la fin et qui en plus est 1 sur E ou pas. Voilà. Donc je résous l'équation. Si j'arrive à x égale 1 sur E, je dis que oui, il n'y avait qu'une seule solution et que c'était 1 sur E, l'affirmation 3 est vraie. Je résous l'équation, j'arrive à autre chose que 1 sur E, ou j'arrive à plusieurs solutions, parce que là, il y a quand même marqué qu'il n'y en a qu'une. Donc si j'arrive à plusieurs, l'affirmation est fausse. Dans ce cas-là, affirmation fausse. Première méthode, du coup, je résous l'équation. Deuxième méthode à laquelle on peut penser, c'est remplacer les x par 1 sur E. Alors cette méthode, elle est entre guillemets à double tranchant. C'est-à-dire que si jamais on remplace les x par 1 sur E et qu'on trouve que ce nombre-là est égal à celui-là quand on remplace x par 1 sur E, effectivement, on aura trouvé que du coup, comme il y a égalité, 1 sur E est une solution de l'équation. En revanche, on ne saura pas s'il y en avait d'autres. C'est pas parce qu'en remplaçant par 1 sur E, ici, je trouve deux nombres égaux, qu'en remplaçant par autre chose que 1 sur E, j'aurais pas trouvé deux nombres égaux également. Donc, double tranchant, parce que, entre guillemets, si 1 sur E, quand on le met dedans, est une solution, ça nous dit qu'il y a une solution, mais ça ne nous confirme pas l'affirmation, puisque l'affirmation ne dit pas juste que 1 sur E est solution, elle dit que 1 sur E est l'unique solution. Donc, nous, on aura juste prouvé que 1 sur E était une solution, mais pas que c'était la seule. Par contre, si je remplace par 1 sur E maintenant, et que au final, ce nombre-là, quand les x sont remplacés par des 1 sur E, n'est pas égal à ce nombre-là quand les x sont remplacés par des 1 sur E.
eh bien, ça veut dire que 1 sur E n'est pas solution. Et dans ce cas-là, je peux directement dire que l'affirmation est fausse. Puisque si 1 sur E n'est pas solution, que ce soit l'unique ou pas, de toute façon, on s'en va que ce n'est pas solution. Voilà. Donc après, c'est à nous de choisir ce qu'on préfère et ce qu'on pense être le plus rapide. Alors, je vais commencer par essayer de remplacer par 1 sur E. Parce qu'on ne sait pas, j'ai pas fait l'exercice avant, hein, je suis comme vous. Donc, si jamais, par chance, ce nombre-là ne vaut pas pareil que celui-là, ça voudra dire qu'1 sur E n'est pas une solution. Et le mot unique, en fait, bah, je m'en moque. Si c'est pas solution, c'est pas solution. Alors, je vais être un peu malin. Avant de tout écrire, je vais tenter avec ma calculatrice. Je vais lui demander de faire les calculs toute seule pour voir. Parce que sinon, je vais m'embêter pour rien. Alors, que je vois quelque chose avec l'écran. Voilà. Alors, vous, si je veux que vous voyez, je vais orienter comme ça. Et du coup, ça me donne ln de 1 sur E au carré. 1 sur E. Alors, E, je suis obligé de mettre E puissance 1 dans ma calculatrice parce qu'il ne veut pas que je mette E comme ça. Au carré, je ferme, moins ln de mon quotient 1 sur E mais à la puissance 5. 1 sur E, donc E puissance, je mets puissance 1 pour que ça fasse 1 sur E. Hop, puissance 5. Je vais au dénominateur sur E, donc je dois mettre E puissance 1. Voilà, ça c'est intéressant déjà d'essayer de taper tout ça. Plus ln de 2. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Tac, 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 tac. Ça a l'air d'aller. Je valide. Donc la partie, le membre de gauche de mon équation, si je remplace par 1 sur E, ça me donne 4,7 à peu près. Donc je vais voir si ça donne complètement autre chose ou pas de l'autre côté. Si ça donne complètement autre chose, eh ben, du coup, je tenterai même pas ma chance en faisant mes calculs à la main. Donc, ln de 2 fois 1 sur E, puissance 1, hop, puissance 1, je vais m'en sortir, tac, plus 5. Ça a l'air de donner la même chose. Donc, pas de chance. On dirait bien que 1 sur E est solution. Donc, je ne vais pas faire mon calcul en remplaçant par 1 sur E. Parce que je risque de trouver que ça marche. Et du coup, après, bah, je serais bien bloqué parce que je n'aurais pas pour autant prouvé que c'était l'unique solution. Donc, ça ne va pas m'avancer de savoir que c'est solution. Donc, je vais devoir résoudre l'équation pour prouver ici qu'il n'y avait qu'une seule solution. On va voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, bah, je ferai autrement. Alors, j'ai réécrit mon équation. Je vais la résoudre. Je vais utiliser des propriétés. Les propriétés sont que ln de A sur B, donc c'est les propriétés de calcul, je vous les renote. Ln de A sur B vaut ln de A moins ln de B. Alors ça marche que quand A et B sont des nombres strictement positifs. Parce qu'il pourrait être négatif, ce nombre-là existerait quand même, puis ce négatif sur négatif redonnerait bien positif pour le quotient, mais là, ici, j'écrirais ln d'un nombre négatif et ln d'un autre nombre négatif, ce qui est formellement interdit. ln de A fois B, pareil, A et B, deux nombres strictement positifs, ça va me donner ln de A plus ln de B. Les dernières propriétés qu'on va utiliser, c'est que ln de A puissance B vaut B fois ln de A, toujours pareil. Ici, il faut que je fasse attention. Il faut que mon A soit positif. Du coup, ça me donne ln de x au carré, bah, ça fait, je peux descendre la puissance devant, c'est cette propriété-là que j'utilise. Ça me donne 2 fois ln de x. Ensuite, moins, alors là j'ai un quotient, donc je vais utiliser cette propriété-là. Donc, je mets des parenthèses parce que le moins était pour le résultat du ln au complet. Donc, comme moi, je vais écrire une autre écriture possible de ce ln-là, il faut que toute mon écriture prenne le moins après. Donc, j'ouvre une parenthèse.
et j'écris ce que valait le ln. Donc ça fait ln de x puissance 5 moins ln de e, puisqu'un quotient est transformé en soustraction par les logarithmes. Donc ça me donne plus ln de 2 égale ln de 2x. Eh bien ln de 2x, je peux utiliser cette propriété-là et après je vais les effacer. Ça, ln de 2 fois x, ça donne ln de 2 plus ln de x. Donc j'efface. Ln de 2 plus ln de x. Et il y a le plus 5 qui traînait derrière. Cela me donne 2 ln de x. Et là, je vais distribuer mon moins, donc je vais avoir moins ln de x puissance 5, moins ln de e, donc plus, moins ça fait plus, et ln de e, c'est une valeur à bien connaître, ça vaut 1. Plus ln de 2 égale ln de 2 plus ln de x plus 5. Alors là, il me reste le ln de x puissance 5 que je peux écrire avec la puissance devant, donc 5 ln de x. Alors, je vais l'écrire. Ça fait 2 ln de x, ça j'ai recopié, moins 5 ln de x, plus 1, plus ln de 2. Ensuite, ici, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait plus rien dans le membre de droite, par exemple. Donc ln de 2, je le retire, ça donne moins ln de 2 de l'autre côté. Donc je le fais aussi parce que je vois qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Moins ln de x. Que le 5 à la limite que je pourrais laisser ici. Parce que, a priori, je vois pas trop comment ça pourrait se simplifier. Mais bon, allez, je vais faire comme si je savais pas. Je suis un petit peu naïf. Donc, je retire 5 aussi. Donc, du coup, ça devient gaz. Je poursuis. Ça me fait combien d'ln de x, cette histoire? Là, il y a 2 ln de x. J'en retire 5. Donc, ça en fait moins 3. Donc là, je suis à moins 3 ln de x. Et j'en retire encore un. Donc, j'ai moins 4 ln de x. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Ln de 2 moins ln de 2. Ça s'annule. Et donc, il me reste 1 moins 5. Donc, il me reste moins 4. Et c'est censé être égal à 0. Donc, quand j'en suis là, je me dis chouette, il me reste quand même plus grand-chose dans mon équation. Je vais pouvoir essayer d'isoler x. Avant d'avoir une chance d'isoler x, je vais essayer d'isoler ln de x. Je me retrouve avec moins 4 ln de x égale. Et c'est censé être égal à 0. Donc, quand j'en suis là, je me dis chouette, il me reste quand même plus grand-chose dans mon équation. Je vais pouvoir essayer d'isoler x. Avant d'avoir une chance d'isoler x, je vais essayer d'isoler ln de x. Je me retrouve avec moins 4 ln de x égale 4. Je me suis séparé du moins 4. Et je vais, vu que là j'ai une multiplication, diviser par moins 4. Ce qui me donne ln de x égale 4 sur moins 4. 4 sur moins 4. C'est pareil que moins 4 sur 4. Hein. Le moins, je peux le mettre au numérateur, dénominateur ou devant. Et donc, ce qui va être égal à moins 4 sur 4, c'est comme 5 sur 5, 6 sur 6, etc. Ça donne 1. Donc, ça donne moins 1. J'ai donc ln de x égale moins 1. Vous voyez toujours? Non, vous ne voyez pas. Hop, ln de x égale moins 1. Je vais poursuivre ma résolution ici pour ne pas tout effacer. Donc, il faut imaginer que ça, ce sont des lignes qui vont à la suite en dessous. Pour retrouver x, je ne veux plus qu'il soit dans un logarithme. Donc, je lui applique sa fonction réciproque qui va avoir pour effet de neutraliser le logarithme, qui est l'exponentielle. Donc, ça va me donner exponentielle de ln de x. Alors, le problème, c'est quand j'applique une fonction dans un membre de mon égalité, il faut que je l'applique aussi de
dans l'autre membre de l'égalité, puisque si ces deux nombres sont égaux, je veux que les deux nombres suivants soient aussi égaux. Donc si j'ai appliqué l'exponentielle à un des nombres, il faut que j'applique aussi l'exponentielle à l'autre. Donc j'ai exponentielle de ln de x qui doit être égale à exponentielle de moins 1. Et ça, je peux le dire car exponentielle est strictement croissante sur R. Du coup, l'exponentielle et le logarithme vont se neutraliser pour redonner x. Et de l'autre côté, je me retrouve avec exponentielle de moins 1. Donc j'ai trouvé déjà qu'il y avait une unique solution, puisque j'ai trouvé x égale exponentielle moins 1 et je n'ai pas trouvé autre chose. Je n'ai pas trouvé où x égale 2 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé une unique solution. La question c'est est-ce que exponentielle moins 1, c'est 1 sur e? Eh bien oui, puisque quand on a une exponentielle avec une puissance négative, cela revient à placer cette exponentielle dans un dénominateur. C'est en fait l'inverse de e puissance 1. Donc c'est un quotient avec 1. Et au dénominateur, ici, ma puissance, c'est la même que là, mais sans le moins. Or, e puissance 1, c'est pareil que e. Donc ça veut dire que x est en fait égal à 1 sur e. Du coup, je vérifie que vous voyez bien. Oui. Donc du coup, l'affirmation est vraie. On a bien trouvé que 1 sur e était une solution, mais en plus, on n'en a pas trouvé d'autres. Donc si on n'en avait pas trouvé d'autres alors qu'on a employé la méthode qui consistait à résoudre l'équation, ça veut dire qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc l'affirmation 3 est vraie. Pour l'affirmation 4, on nous parle d'une fonction f et de sa dérivée qui est continue, etc. On nous donne un tableau de variation. Alors attention, le tableau de variation est donné pour f'. Ok ? Vous avez l'habitude en général de voir des tableaux de variation qui sont donnés pour f. Mais on peut très bien en faire pour f'. On pourrait s'intéresser aux variations de f'. Bon. Dans l'affirmation 4, on vous dit CF admet une seule tangente parallèle à l'axe des abscisses. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut vous retirer de la tête. C'est que la courbe CF n'est pas décroissante, puis croissante. Plutôt ne représente pas une fonction décroissante, puis croissante. Puisque ça, c'est f'. Alors que CF, c'est la courbe qui représente f. On est bien d'accord ? Donc, il ne faut pas penser que si je regarde CF, je vais voir que ça descend, puis ça remonte. Non, ça c'est f'. Alors, on nous dit admet une seule tangente parallèle à l'axe des abscisses. Donc, il faut faire le lien déjà entre les tangentes et la fonction. Donc, ce que vous savez, c'est que le coefficient directeur d'une tangente, c'est la dérivée. Donc, une tangente, je dessine n'importe quelle courbe. Hein. Si je m'intéresse à une tangente en ce point ici, la tangente, je vous rappelle, c'est la droite qui ressemble le plus à ma courbe si jamais je zoome. Donc si je zoome autour de ce point, qu'est-ce que je vais voir? Je vais finir par voir sur mon écran de calculatrice. En fait, je vais avoir l'impression que ma courbe noire, au bout d'un moment, ça devient une droite sur mon écran de calculatrice. Donc ça, c'est ma tangente. Si ma tangente, je la regarde en un réel que j'appelle petit a, cette tangente, son coefficient directeur, je vous rappelle, coefficient directeur, c'est je me décale de 1, je monte de combien? Eh bien, son coefficient directeur, c'est f' pris en A. Donc ça, pour la tangente en A ici, au point A, eh bien, c'est f'. Donc, du coup, on a dit la dérivée, c'est le coefficient directeur d'une tangente. Donc, il faut que je repère, si je veux savoir combien CF admet de tangentes parallèles avec ses abscisses, il faudra que je repère sur ma courbe, alors c'est pas celle forcément de CF que j'ai tracée ici, hein, mais les tangentes horizontales. Parallèles avec des abscisses, c'est-à-dire horizontales. Par exemple, sur ma courbe là, il semble y en avoir deux. Une ici, donc qui se situe à cette abscisse là, et une autre là, qui se situe à cette abscisse là. Et donc, comment on repère une tangente horizontale par rapport à la dérivée? Comme on a dit que le nombre dérivé, c'était le coefficient directeur de la tangente, quand elle est horizontale, le coefficient directeur, il se trouve qu'il est égal à 0. Donc, je repère des tangentes parallèles à l'axe des abscisses par une dérivée qui est égale à 0. Donc, si j'observe ici mon tableau de variation,
j'ai des images qui passent de 30 à moins 5. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires ou de la bijection, eh bien ça veut dire qu'il y a eu un moment où la dérivée a été égale à 0 pour une certaine valeur, alpha 1, et il y a un deuxième endroit pour une valeur alpha 2 où la dérivée a été égale à 0 puisqu'on est passé de moins 5 à 20. Donc l'affirmation va être fausse puisqu'en réalité, il y a deux nombres réels entre 0 et 15 pour lesquels la dérivée est égale à 0, ce qui signifie que la courbe représentative de f à cet endroit-là, à ces endroits-là, a une tangente horizontale. Alors, du coup, si on veut tout rédiger proprement, il faudrait dire que d'après le théorème de la bijection, donc on pourrait tout réécrire, hein, je le rédige une fois sur 0,5, sur 0,5, donc j'ai f qui est continu, si sur 0,5, est continu, j'ai f qui est strictement décroissante, ensuite j'ai f de 0 qui vaut 30, et f de 5 qui vaut moins 5. Or, 0 est entre moins 5 et 30. 0 appartient à moins 5, 30. Donc, d'après le théorème de la bijection ou des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale f' de x égale 0 admet une unique solution sur 0,5. Donc sur 0,5, une unique solution que je peux appeler alpha 1. Donc je fais ce même théorème sur 5, 15 et je vais obtenir une deuxième solution qui est cette fois-ci entre 5 et 15. J'aurai donc deux solutions pour l'équation f' de x égale 0, ce qui veut dire que la dérivée vaut 0 à deux endroits différents, ce qui veut dire qu'en fait, il existe deux tangentes. Il existe deux tangentes ACF parallèles à l'axe des abscisses. Voilà pour cette question. Donc affirmation fausse. Pour cette dernière affirmation, donc toujours avec le même tableau de variation qui concerne f'. On affirme que f est convexe sur 5, 15. Donc on ne s'intéresse qu'à cette partie du tableau. Alors je rappelle que c'est f'. Donc il faut savoir quel est le lien entre la convexité de f et f'. Je vous rappelle le petit tableau qu'il est bon de connaître par cœur. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je répète. Une fonction f a des critères qu'on étudie souvent. Il y a le signe, on veut savoir si elle est positive ou négative. Il y a les variations. Il y a la convexité. Cette fonction f, elle a une dérivée, f', que souvent j'appelle sa fille, comme s'il y avait un lien de parenté. Et comme je dis à chaque fois, sa fille, c'est un peu comme pour les humains. Si jamais on a une fille, c'est une autre personne. Donc elle a ses propres caractéristiques. Elle a un signe. Elle a des variations. Elle a une convexité. F', elle peut très bien, elle aussi, être dérivée. C'est-à-dire que votre fille peut avoir une fille, elle-même, qui serait du coup f seconde. Ce serait elle aussi une fonction à part entière, et donc, si on parle avec votre fille, ce serait un individu à part entière, ce serait un autre être humain. Donc, elle aurait son signe, ses variations, sa convexité.
Alors, il y a assez peu de liens entre toutes ces fonctions, même si elles ont un lien de parenté. Mais il y a des petits liens quand même. Par exemple, on sait que le signe de f' n'a pas grand-chose à voir avec le signe de sa fonction mère, f. Par contre, le signe de f', on sait qu'il nous renseigne sur les variations de f. Si f' est positive, f est croissante. Si f' est négative, f est décroissante. Et inversement. On sait aussi que du coup, f seconde, c'est la fille de f'. Donc en fait, quand une fille nous renseigne sur la maman, le signe de la fille nous renseigne sur les variations de la maman, là, il y a le même lien de parenté entre f' et f seconde. Donc le signe de f seconde, il me renseigne sur les variations de f', puisque f' c'est sa maman. Donc les deux, là, se renseignent pareil que les deux du dessus, c'est la génération d'en dessous. Mais les variations de f' nous renseignent également sur la convexité de f. Donc en fait, il y a un lien entre la convexité de f, le signe de f seconde, et les variations de f'. Donc, le lien c'est ça, c'est si le signe est négatif, les variations sont décroissantes, et ici c'est concave. En revanche, si le signe est positif, les variations c'est que la dérivée sera croissante, et la convexité de f, ce sera convexe. Donc, moi ici, j'ai une dérivée qui est croissante sur 5,15. Donc, qui dit dérivée croissante sur 5,15, voulait dire dérivée seconde positive, hein, mais veut dire fonction f convexe. Donc, on va dire f' est croissante, même strictement croissante. Croissante sur 5,15. Donc, f est convexe sur 5,15. Donc, apprenez bien ce petit tableau-là. Il y a tous les liens entre ce que vous devez savoir, enfin, entre les fonctions f, f', f seconde. C'est tous les liens que vous êtes censés savoir faire en terminale ES. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'une fonction et sa dérivée, par exemple, ont un lien au niveau du signe. Bah non. Une fois, on a l'impression que les variations de f ont à voir avec les variations de f'. Bah non, pas directement. Alors, de temps en temps, on peut en déduire les uns les autres, mais pas directement. Donc, finalement, cette affirmation ici est vraie. Voilà. Comme on connaissait les variations de la dérivée, ça veut dire que la fonction était convexe, puisqu'on savait que la dérivée était croissante. Voilà qui vient conclure cet exercice.